Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Ça commence par et de droite et de gauche, et ça se termine par et de gauche et de gauche. Tu veux une gifle? Bah, choisis entre la main droite et la main gauche. On a eu une droite qui a été trop heureuse, parce qu'on a eu une droite qui a vécu sous l'hégémonie intellectuelle, médiatique, politique de la gauche. Tout ce que vous voulez, c'est qu'on fasse une diversion sur la droite. On était juste un peu moins à gauche que la gauche. Je ne crois pas d'ailleurs en l'union des droites. Il m'a collé une droite, là, regarde. Vous êtes tous une bande des falcons. Et les falcons, on va les foutre dehors. Tu crois? Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Sud Radio, vous êtes avec Perico Légas, qui est soutenu avec courage par Maude Koffler, qui est une supporter exceptionnelle. Bonjour Perico. Voilà, l'excellent Julien Delmas va vous envoyer un son d'enfer, et Emmanuel Galasso va répondre à vos appels, parce que je suis persuadé que vous allez vous précipiter sur le téléphone quand vous allez savoir des sujets dont nous allons traiter aujourd'hui. Alors, la droite est-elle condamnée à l'union si elle veut retrouver le pouvoir, quitte à se pincer le nez pour certains, s'il faut établir une alliance avec le RN, c'est ce que le président Sarkozy a suggéré depuis la prison à travers son livre. Nous en débattrons avec Julien Aubert, homme politique expérimenté en la matière, président de l'association Valmy, qui est une association de réflexion républicaine. Il fut ancien député du Vaucluse de Carpentras, donc c'est un homme qui connaît le sujet, qui connaît le terrain. La souveraineté alimentaire est-elle un leurre derrière lequel courent tous les gouvernements depuis, je ne sais pas, 30 ou 40 ans? Est-elle seulement possible quand la France se couche devant la mondialisation, justement, elle ne se mobilise pas, la mondialisation et les contraintes de l'Union européenne, parce qu'évidemment, on vous parle de souveraineté alimentaire, oui, ça serait bien qu'on y vienne, mais on ne se donne pas forcément les moyens. Nous en discutons avec Stéphane Le Foll, probablement le seul ministre de l'Agriculture qui a esquissé un début de solution pour que la France puisse se nourrir correctement et protéger ses agriculteurs et ses paysans. Comment se fait-il que l'on soit obligé, 120 ans après la promulgation de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, comment se fait-il que l'on soit obligé de défendre le concept de laïcité bec et ongle? Non seulement je vais y revenir dans mon humeur pour remettre un petit peu les points sur les i, mais nous en discuterons avec, j'allais dire, une sommité du sujet. C'est le grand maître de la Grande Loge de France, ce grand maître de la maçonnerie française, sachant que les francs-maçons furent, en 1905, non seulement à l'origine, mais acteurs dans l'édification de ce programme politique, de ce concept politique de la laïcité. Empoisonné parce que juif, c'est la question que se pose aujourd'hui le tribunal de justice de Nanterre, une Algérienne de 42 ans comparée pour avoir introduit des substances nocives dans l'alimentation et les produits cosmétiques de la famille qu'il employait. On va voir. Alors elle dit évidemment que c'est juste un conflit social, mais c'est quand même quelque chose d'assez tragique de mettre de l'eau de javel dans le jus de fruits des enfants. Luc Besson n'est pas content parce que des chasseurs s'étaient introduits dans la propriété qu'il a dans l'Orne où habite sa maman, et un cerf aurait été massacré. D'ailleurs, les images ont été filmées. Les chasseurs se sont pris pour Nikita. On décryptera un peu cette situation. Et puis Maude Koffler s'est indigné parce qu'un village de Charente va devoir payer une facture exorbitante à une société d'éoliennes. Voilà, non seulement on n'en veut pas, mais en plus ils vous font payer. Et puis vous l'entendiez tout à l'heure dans les infos, Madame Brigitte Macron a eu un petit écart de langage, pas bien méchant, mais enfin Maud va nous dire exactement ce qu'elle a dit, Madame Macron. Suffisamment rigolo pour qu'on en parle. Oui, écoutez, on a le droit de se marrer de temps en temps. Voilà le menu du jour, restez bien à l'écoute. Vous nous appelez au 0826 300 300, Emmanuel Galasso est à l'écoute, et je suis persuadé que vous serez attentif au débat pour y intervenir. On répondra à toutes vos questions. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Eh bien, nous célébrons les 120 ans de la loi de séparation de l'Église et de l'État, votée en 1905. C'était le petit père Combes qui était aux commandes. La loi fut portée par Aristide Briand, socialiste, dans un formidable débat. Il y a des documentaires télévisés. Le personnage est joué par Pierre Arditi, assez fidèle à la réalité. Ce fut un vrai enjeu, ce fut un vrai débat. C'est une étape de l'histoire de France, et c'est un acte fondateur
nécessaire pour notre République, pour notre démocratie. Alors, on a tout dit, on a tout entendu, surtout aujourd'hui, des confusions, des amalgames. C'est insupportable. La loi de séparation de l'Église et de l'État, à l'époque, visait à sortir à coups de pied dans le cul les catholiques. Je vais parler un peu brutalement parce que ça soit bien clair. C'était pour sortir l'Église catholique avec laquelle l'État avait été associé. C'était une religion officielle à tous les niveaux, l'éducation, l'Église pesait, et on sait que les curés ont continué à peser longtemps sur le vote. Moi, j'ai connu en tant qu'enfant de chœur au Pays Basque des petites dames qui disaient « Monsieur le curé, il faut voter pour qui ?» Et c'était quasiment lui qui mettait le bulletin dans l'urne. Donc il fallait séparer l'Église et l'État. Ça ne retire rien au fait que la France appartient à une culture, à une histoire, dans notre continent, fondé par l'helléno-judéo-christianisme, judéo-chrétienne. Voilà, c'est la partie confessionnelle de notre civilisation, de notre culture. Pour autant, l'État s'organise sur des bases de la laïcité, à savoir que l'on dissocie le public du privé au niveau confessionnel. Ça veut dire quoi, la laïcité? C'est que nous protégeons, la République française protège les religions. C'est pas une loi qui a été faite pour les condamner ou pour les empêcher d'agir. C'est pour les protéger à condition qu'elles restent bien dans la sphère privée. C'est une loi de protection des religions. Les chrétiens, les catholiques, les protestants, les orthodoxes sont protégés. Les juifs, toutes les religions, et les musulmans. L'islam est protégé par la loi de 1905, de façon à ce que tous les musulmans de France, qu'ils soient de citoyenneté française ou pas, puissent exercer leur culte librement dans leur mosquée, que personne ne vienne les empêcher d'exercer leur culte, d'entraver leur croyance. C'est une protection religieuse. En revanche, ce qu'on demande à toutes les religions et à tous les croyants, quelle que soit leur confession, c'est de respecter les lois de la République dans la partie publique. C'est pour ça que on ne peut pas s'habiller de façon ostentatoire en manifestant sa religion dans une enceinte publique, que ce soit un commissariat de police, une école, un tribunal. Voilà. Par contre, dans la rue et ailleurs et dans la vie privée, aucun problème. Voilà ce qu'il fallait rappeler dans ces 120 ans. Aujourd'hui, les musulmans pensent que cette loi est destinée contre eux. Il y a des amalgames qui sont faits dans des discours politiques, et vous avez une partie des musulmans qui pensent que la laïcité est là pour les empêcher de croire en leur religion, qui est une loi anti-islamique. C'est faux. C'est une loi qui les protège, et c'est grâce à la laïcité que nous, les républicains, que tous les démocrates de ce pays pourront protéger les gens qui ont une confession, qui veulent y rester librement. Rends à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Dieu, c'est le confessionnel, c'est dans la vie privée. César, c'est la vie publique, c'est le séculier, c'est la vie politique. Et là, il n'y a pas de religion, nous sommes tous égaux. Nous sommes des citoyens de la République française confrontés à un destin commun. Nous sommes solidaires, nous nous soutenons les uns les autres. La République sera là pour défendre les libertés. La République défend les religions dans le cadre de la laïcité. Mais lorsque l'on est au pouvoir et lorsqu'on est dans une affaire publique, nous sommes neutres. Nous ne devons pas faire introduire des notions confessionnelles. Nous devons le faire en fonction de nos valeurs de la République, de liberté, d'égalité et de fraternité. Tout cela est compatible, tout cela vit ensemble en paix. Et ceux qui aujourd'hui veulent casser cette harmonie, cet équilibre et cette justice sont les ennemis de la République. Et il n'y aura pas, j'allais dire, de compassion envers ceux qui, contre la laïcité, veulent tuer la République française. Et on aura le temps d'en reparler entre 13h et 14h. L'union des droites, y arrivera-t-on un jour? On en parle avec le vice-président des Républicains, Julien Aubert. 0826 300 300 pour nous donner votre avis. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. L'union des droites, fantasme pour certains, cauchemar pour d'autres, revient dans les débats à 18 mois de l'élection présidentielle. Xavier Bertrand est contre, Bruno Retailleau plaide pour une union dans les urnes, Dominique de Villepin parle encore de risque de banalisation du Rassemblement national. Bref, l'union des droites, c'est pas gagné, et c'est le thème de cet entretien avec le vice-président des Républicains, ancien député, Julien Aubert. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julien Aubert, je rappelle que vous êtes président de l'association Valmy. Valmy, c'est la bataille où les va-nu-pieds de la République ont remporté une victoire contre les coalisés. C'est un acte fondateur de la République, je le rappelle parce que je parlais de laïcité il y a quelques instants. C'est bien d'avoir appelé cette association Valmy. Et puis vous avez été député du Vaucluse, de Carpentras, où l'on sait que la vie politique française est active. Il y a eu un maire socialiste, et aujourd'hui on sait que c'est une terre de conquête du Rassemblement national, qu'une terre de souffrance. C'est la Provence authentique, nous l'aimons, et elle est confrontée aux réalités du moment. Donc vous êtes quelqu'un d'expérimenté en la matière, vous êtes un élu de terrain. Vous aimez la Provence, vous aimez votre circonscription, vous aimez votre département, et vous êtes également conscient qu'il faut faire bouger les choses. Alors je vais vous demander, Julien Aubert,
Quand est-ce que la droite entend reprendre le pouvoir? Elle se déchire depuis Giscard Chirac. Quand est-ce que la droite va enfin se donner les moyens de retrouver le chemin de l'Élysée et de Matignon à part entière, et pas toute seule avec les Républicains? Est-ce qu'il faut à un moment donné ouvrir un peu le spectre, Julien Aubert? Ouvrir le spectre électoral, c'est évident, puisque vous avez une partie des électorats populaires de droite qui est partie au RN, on va dire l'électorat qui était autrefois RPR, pour fusionner avec une partie de l'électorat communiste, voire socialiste. Vous avez une partie de l'électorat plus bourgeois qui est partie chez Reconquête. Et donc en réalité, on a été vidé des deux côtés, plus d'ailleurs une partie qui est partie chez Macron. Maintenant, quand on parle d'union des droites, il faut bien comprendre que partout où ça s'est passé dans le reste du monde, c'était des scrutins législatifs où il y avait des coalitions et où en réalité le pouvoir procédait. C'est autre chose, une coalition. De coalition proportionnelle. En France, l'élection maîtresse, c'est l'élection présidentielle. Et ça bute sur ça en réalité. C'est-à-dire que un parti qui ne présente pas de candidat à l'élection présidentielle, c'est un parti qui n'existe plus. Et donc, par conséquent, ça veut dire qu'au premier tour, vous avez plusieurs candidats, vous n'avez pas d'union, par définition. C'est la construction même. Ensuite, entre les deux tours, il y en a un qui peut aller au second tour. Deuxième tour. Il peut y avoir des ralliements. Ça s'est vu toujours, le centre et la droite se rassemblent. Et en fait, ce qui se passera, c'est que si un jour, un candidat, on va dire des droites, au sens large, était élu président de la République, sans doute que derrière, la mécanique de la Ve République lui donnerait une majorité et il dévasterait tout. Mais donc, quelque part, ça encourage aussi les acteurs à ne pas faire d'accord. Parce que vous vous dites, si je gagne, de toute façon, j'ai pas trop besoin d'eux parce que je suis en concurrence au premier tour. Ils seront peut-être obligés de se rallier au second. Et si je gagne, j'aurai tous les pouvoirs. Ou pas. Mais bon, Marine Le Pen, elle est plus dans cette optique-là. Et alors, en plus, ce qui est compliqué, c'est que le terme union des droites marche pas très bien. Parce que Marine Le Pen, elle nous dit qu'elle est ni droite ni gauche. Et pour cause, puisqu'elle a une partie de son électorat chez moi qui est en fait droite libérale, plutôt le Jean-Marie Le Pen. Et dans le Nord, elle a plutôt un électorat qui vient de la gauche et qui n'a pas du tout envie d'entendre les solutions libérales de monsieur David Lisnard, Bruno Retailleau ou Éric Zemmour. Mitterrand en 81, il obtient, j'allais dire, l'abstention. Pas l'abstention du Parti communiste, il n'y a pas de candidat communiste. C'est vraiment l'union de la gauche. Donc cette idée, c'est celle-là. Est-ce qu'à la prochaine présidentielle, on pourrait avoir un candidat unique? Œuvre immense, vous allez me dire impossible, un candidat unique de la droite, avec un pacte de gouvernement qui dirait toi l'Élysée et toi Matignon. Voilà. Est-ce que ça peut être ça la vision? Je ne pense pas Je ne pense pas pour des raisons pratiques. Le parti le plus important, c'est le Rassemblement national. Il ne se voit pas comme un parti de droite, il ne se conçoit pas comme un parti de droite. Sur la dialectique, vous avez ceux qui pensent que c'est un débat droite-gauche, un retour de la droite contre un retour de la gauche, ceux qui disent non, en réalité, c'est un débat des patriotes, des souverainistes, des républicains contre les mondialistes, les progressistes, etc. Donc, il y a, je dirais, cette forme d'ambiguïté. Et en plus, au sein de ce parti, ce qui est encore plus compliqué, il y a Marine Le Pen, qui est plutôt sur la deuxième lecture, souverainiste contre mondialiste, et Jordan Bardella qui pourrait la grand remplacer, ou la petit remplacer, et qui lui est plutôt sur une optique droite-gauche. Donc cette fracture, elle traverse le RN, elle risque peut-être même un jour d'ailleurs de le fracturer vraiment. Et autour de ça, vous avez deux partis de plus petite taille, l'un qui est le porteur du concept d'union des droites, mais c'est le plus petit, donc de toute façon, il n'est pas en capacité d'imposer quoi que ce soit, et un autre qui, lui, est je dirais l'héritier d'une autre forme d'union des droites, c'était l'union de la droite et du centre, et qui a d'ailleurs en a payé le prix parce que, à force d'être un peu tiède sur certains sujets... C'était l'ancienne UMP, finalement, elle a explosé. Oui, mais il s'est fait manger des deux côtés. C'est-à-dire que, n'oubliez pas que je viens d'un parti qui allait d'Alain Juppé à Thierry Mariani. Tout à fait. Alors, nous avons quand même, aujourd'hui aux Républicains, deux leaders qui sont un petit peu en rivalité, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Le Vendéen et puis j'allais dire le Lyonnais, ils sont sur une lecture assez commune par rapport à la mondialisation. Ils sont plutôt dans l'aile droite de ce qu'était le RPR. Ces deux-là seraient compatibles avec le Rassemblement national. Est-ce qu'au LR tout le monde suivrait si le LR disait finalement on fait un pacte de gouvernement? Sinon il n'y a pas le choix tel que le suggère Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il y aurait du coup une scission immédiate au sein des Républicains? Les Chiraciens diraient il y aurait une scission immédiate. Là encore pour des raisons, c'est pas un hasard, c'est Xavier Bertrand qui vient de la région Nord
est si hostile. C'est-à-dire que ceux qui gagnent contre le Rassemblement national au second tour n'ont absolument aucune envie d'avoir une alliance avec leur meilleur ennemi. Dans leur région, oui, mais au niveau de l'État. Beaucoup de députés ont été élus, je vous rappelle, dans des duels de second tour contre le RN. Ça joue. Michel Tabarot, qui pourtant vient d'une droite non gaulliste, etc., elle a été élue contre le RN. Oui. Donc ça joue, je dirais, premier point. Deuxième point, c'est pas un sujet idéologique. Alors, au plan de l'idéologie, le discours de Marine Le Pen en économie n'a rien à voir avec le discours en économie de Bruno Retailleau, voire même de Laurent Wauquiez. Donc, c'est plus compliqué que ça. Il est même plutôt à gauche, si on... Oui, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que voilà, et puis ensuite vous avez les éléments identitaires qui peuvent se rajouter. Non, vous auriez probablement un divorce d'une grande partie de l'oligarchie, de la nomenclatura de LR, parce que vous avez des territoires, c'est le problème de LR, c'est que vous avez des territoires où en réalité le RN est à 10-12, vous êtes un élu parisien. Dans une ville où le RN n'arrive même pas au second tour de l'élection présidentielle municipale. Qu'est-ce que vous voulez aller vous allier au risque de faire fuir les électeurs centristes? À l'inverse, quand vous êtes en Vaucluse et que le RN fait 40 et les centristes font 8, vous voyez évidemment le problème différemment. Si je comprends bien, les vases ne seront jamais communicants. Ce que je veux dire, vous déshabillez Paul, vous habillez Jacques. Ce que je veux dire, c'est que le défaut... Alors d'abord, ça doit faire réfléchir sur la question d'union. Ça a déjà été tenté, les unions fusionnent tout le monde. À un moment donné, vous êtes face à des... Il y a des forces structurelles. La mondialisation a fait diverger les territoires. Vous ne vivez pas la même mondialisation quand vous êtes à Toulouse. Vous avez Airbus, vous vendez des avions, et en Vaucluse, vous vendez des fraises et des cerises, et vous êtes confronté à la concurrence espagnole. Donc on vote différemment, et un parti unique ou une union se retrouve confronté à ces forces qui la tiraillent. Et si vous n'avez pas un discours aujourd'hui très clair et très radical, vous êtes mangé des deux côtés. Bon. Voilà. Ça n'empêcherait pas un pacte de gouvernement s'il y avait une élection avec un président Rassemblement national, il pourrait faire un pacte de gouvernement pour avoir une majorité à l'Assemblée pour éviter ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, à condition qu'ils soient d'accord sur ce qu'ils veulent faire. Est-ce que le Rassemblement national, Julien Aubert, votre réponse fera date dans l'histoire de France, est un parti qui aujourd'hui est dans l'arc républicain? Tout simplement un parti républicain. Oui. C'est un parti qui est dans l'arc républicain. C'est un parti qui est dans l'arc démocrate. Il y a même pas débat aussi. Il y a débat. J'entendais encore Olivier faire ce matin le parti fondé par des anciens nazis. Ça fait 25 ans que j'entends parler du Front républicain. En 25 ans, ce discours a conduit le RN à passer de 19 à 40% des voix. D'ailleurs, c'est Philippe Séguin qui disait le Front républicain nous amènera le FN donc l'antidote a été un poison violent. Mais oui, pourquoi? Parce que la démocratie, c'est l'alternative. Quand vous n'êtes pas content du parti en place, vous cherchez l'alternative. C'est comme ça que fonctionne la démocratie. À partir du moment où Emmanuel Macron a siphonné la droite et la gauche, les gens ont cherché où est-ce qu'ils pouvaient trouver une alternative. Ils l'ont trouvé à l'extrême gauche et ils l'ont trouvé au Rassemblement national, qui du reste s'est décentré, s'est recentré, et donc, effectivement, avec la montée d'Éric Zemmour, a perdu ses éléments les plus extrémistes. Valmy ne fait pas de politique, votre association. C'est un laboratoire d'idées, un think tank, comme disait Sachant. Vous, personnellement, Julien Aubert, vous avez une formule personnelle? Oui, il y a une forme d'union, un pacte de gouvernement plutôt? Moi, je crois qu'il faut d'abord penser à la France et pas au Rassemblement national. Essayons d'abord de nous poser les bonnes questions. Je préférais consacrer mon temps à... Vous êtes gaulliste? Oui, comment est-ce qu'on sauve notre modèle social qui est aujourd'hui menacé par l'implosion et par l'endettement et par je dirais, la chute du pouvoir d'achat, enfin voilà, la montée des égoïsmes bien naturels quand vous n'arrivez plus à vous nourrir convenablement. Première question, comment vous protégez vos frontières? Comment vous rétablissez la souveraineté? Comment vous faites en sorte que le vote conduise à des changements politiques? C'est ça les vraies questions. Le jour où les hommes et les femmes politiques répondront à ces questions et pas par des solutions de com ou des slogans, alors peut-être que le vote protestataire reculera. Et moi, je pense qu'un bon candidat, et je pense que Bruno Retailleau peut être un bon candidat, si on passe le Rubicon, vous verrez que les gens suivront, parce que je ne suis pas certain que le Français, au fond de lui, se dise Jordan Bardella, du haut de ses 28 ans, il ferait un meilleur président qu'Emmanuel Macron. Parce qu'il y a quand même la question de la jeunesse, de l'expérience. On est à la recherche, en ces temps compliqués, de gens qui ont quand même un peu de savoir-faire. Vous remettez un peu le petit Jésus au milieu de la crèche, et surtout vous remettez, j'allais dire, les points sur les i. Et c'est très bien. Julien Aubert, merci d'être venu. Merci de votre invitation. Et puis je pense qu'on aura l'occasion de vous voir, parce que je pense que c'est un dossier qui n'est pas clos. On aura besoin de votre expertise. À très bientôt. Allez, vous restez bien avec nous. Une nourrice algérienne qui empoisonne une famille juive. Un village sommé de verser 44 millions d'euros à une société allemande d'éolien. Des sujets qui vous feront certainement réagir au 0826 300 300. À tout de suite. Le sapin de Noël Sud Radio. C'est le jeu Perico. Prenez votre paquet. C'est le jeu. Alors, le sapin de Noël.
Et je peux vous dire que Maud, elle l'entretient, le sapin de Noël, elle balaye les petites aiguilles tous les jours, elle met les boules. Le cadeau que la France, dans tous ses États, offre aux auditeurs et aux auditrices de Sud Radio, c'est 2 places pour le spectacle des Chevaliers du Fiel à Poitiers. Nos 2 héros, qu'est-ce qu'ils sont drôles. Ils seront à Poitiers. Allez voir le tout nouveau spectacle Vacances à Dubaï. Oh, ça doit être quelque chose, ça. En tournée dans toute la France, les Chevaliers du Fiel font leur grand retour sur scène et sur Sud Radio chaque jour de la semaine à 17h, ça vous les entendez. Donc pour pouvoir aller à ce spectacle et vous tordre de rire, vous envoyez Sapin, S-A-P-I-N, hein, pas P1, c'est Sapin, par SMS au 7 20 18. Sapin par SMS au 7 20 18 et vous pourrez avoir gagné 2 places pour retrouver les Chevaliers du Fiel à Poitiers. Résultat, en fin d'émission, Tati Maud va nous donner les résultats. À tout à l'heure. La France dans tous ses états, les perles du jour. C'est une histoire sordide que relate le Parisien. Une nourrice algérienne aurait empoisonné une famille juive francilienne, Perico. Alors, empoisonné parce que juif, point d'interrogation, on se pose la question. Oui, une ressortissante algérienne de 42 ans, comparée aujourd'hui devant le tribunal de justice de Nanterre pour avoir introduit des substances nocives dans l'alimentation et le traitement cosmétique de la famille qui l'employait. Un couple de trentenaires et leurs 3 enfants de 2, 4 et 7 ans. Il s'avère que cette famille est de confession juive et que immédiatement, lorsque on a constaté ces introductions de produits nocifs et les dégâts que ça a occasionné, la maman s'est brûlé les yeux. Et les enfants, ils trouvaient que le jus de raisin avait un goût bizarre. On a vu qu'il y avait de l'eau javel dedans. La question a été, est-ce qu'elle l'aurait fait comme elle est algérienne? Est-ce qu'elle serait un peu politisée? Est-ce qu'elle l'a fait par antisémitisme? C'est ce que le tribunal va essayer de savoir. La défense de l'algérienne qui du coup a été frappée d'OQTF. Je rappelle que l'affaire a eu lieu en 2024, donc ça a mis un certain temps pour sortir. On le sait, aujourd'hui c'est médiatisé parce qu'il y a procès, mais ça n'a pas été révélé au départ. Donc la défense de cette Algérienne dit que pas du tout, c'est un simple conflit social, que effectivement elle n'avait pas à faire ça, mais c'était juste parce qu'il y avait un antagonisme et des relations violentes. Malgré tout, mettre de l'eau de javel dans le jus de raisin des enfants et d'autres produits toxiques dans l'alimentation et dans le vin des parents, c'est quand même grave. Alors même s'il y a eu conflit social et je veux bien même qu'elle puisse avoir des raisons de se plaindre, peut-être qu'elle a été pas respectée socialement. Enfin, de là à empoisonner les aliments avec des enfants de 2, 4 et 7 ans et de mettre des produits nocifs dans le maquillage de la maman, je trouve que c'est assez violent. Rien que pour ça, c'est évidemment inadmissible. Et alors si en plus, le tribunal considère qu'il y a eu antisémitisme, ça ce sont les débats de justice qui le diront, évidemment ça aggrave la chose. Mais enfin, on vit des choses. Il y a toujours eu des tragédies dans l'histoire, ma chère Maud. Mais là quand même, cette affaire-là, on vous en a parlé parce qu'elle nous interpelle. Alors, un village sommé de verser 44 millions d'euros. Vous avez bien dit 44 millions d'euros, vous n'êtes pas trompé de ça. Non, malheureusement. À une société d'éoliennes, c'est un village de Charente. Enfin, comment on a pu en arriver là? Passez-moi l'expression, mais c'est vrai que les villages n'en chient pas assez avec les suppressions de commerces dont on parlait hier, les refus de subventions, les écoles qui ferment. Donc là, on a un autre exemple de ce qui tue nos campagnes, les éoliennes. Alors, je ne remets pas en cause ici l'efficacité de ces engins. Là, je vous parle des procédés pas très glorieux de ces marchands d'air qui mettent parfois en péril financier des villages qui n'ont rien demandé. C'est le cas de Puyroland, en Charente-Maritime. 200 habitants juchés sur les hauteurs de la vallée de la Trézance, un endroit idéal pour planter des éoliennes. Sauf que ce petit village gaulois déjà cerné de 80 éoliennes n'en veut pas davantage et c'est l'objet de son bras de fer avec le géant allemand Windstrom. Alors je vous la fais courte, le développeur éolien allemand a déjà implanté plusieurs parcs autour de Puyroland et souhaite en construire un nouveau. La préfecture a dit oui en 2019. Plusieurs agriculteurs ont cédé leur terrain, mais la commune de Puyroland, qui possède des terrains tout autour, refuse de laisser le développeur allemand accéder aux parcelles parce que pour acheminer les éoliennes, il doit élargir plusieurs chemins communaux et pour cela, il a besoin de l'accord de la mairie. Malgré des efforts
offres pécuniaires non négligeables, les élus ne veulent rien entendre. Windstrom a donc attaqué par voie administrative sans succès et a donc décidé de porter le fer devant le juge judiciaire. La société allemande réclame un total de 44 millions à la commune de 200 habitants dont le budget annuel est de 150 000 euros. À suivre donc et à suivre de très près, Perico. Non mais vous vous rendez compte, alors Windstrom, les Allemands, les éoliennes, alors bon, les éoliennes déjà, il y a débat, il n'y a pas débat, mais c'est pas le cas. Là, c'est un conflit entre une commune de 200 habitants qui ne veut pas d'éoliennes et on qui demande... en a déjà plein. Non mais c'est pour ça, et on demande 44 millions. Enfin bon, c'est hallucinant. Là, c'est à vous dissuader d'installer des éoliennes. Je trouve le comportement de cette société, il y a de la place partout. Je veux dire qu'ils aillent mettre leurs éoliennes ailleurs. En plus, je connais cette région, Trésance. C'est une partie de la Charente, on dirait un paysage de la Toscane. C'est d'une beauté. Déjà, c'est pas bien qu'il y ait des éoliennes à cet endroit-là. Alors ensuite, on rentre pas dans le débat, on pourra le faire. Voilà, ça abîme le paysage parce que c'est un joli paysage. Il y a des endroits où c'est moins nocif visuellement. Là, c'est dommage. Mais alors, poursuivre cette petite... Là, c'est vraiment David contre Goliath. Oui, vraiment. Ouais. Alors, j'espère que la justice, rendra justice. À mon avis, ça va dans un sens très précis. Ma chère Maud. Les mauvais chasseurs, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Les 2 chasseurs doivent être jugés aujourd'hui pour avoir abattu un cerf dans une propriété privée et pas n'importe laquelle. Oui, c'était le 21 février 2025, à côté de Gassé, dans l'Orne, en Normandie. Il y avait une chasse au cerf, et le cerf, rentre dans la propriété de Luc Besson, où réside sa maman. Le cerf devait savoir que ce territoire est protégé, puisque Luc Besson avait toujours clairement fait savoir qu'il ne voulait pas que les chasses rentrent chez lui. Tout cela est très réglementé. Les chasseurs ont le droit de demander l'autorisation de traverser certaines propriétés. Et si ça leur est refusé, ils doivent s'y tenir. Donc les 2 chasseurs là, ils sont condamnés parce qu'ils ont eu, ils ont enfreint la loi en s'introduisant dans une propriété privée où la chasse est interdite. Alors, il y a une scène évidemment filmée qui a été diffusée chez nos collègues de BFM TV, où on voit effectivement le cerf qui s'est réfugié. Il est sur la terrasse de la maison. Les chiens courants arrivent, commencent à l'attaquer. Le cerf est mis à terre. Et puis les 2 chasseurs arrivent avec leur combinaison orange, voyez, et pour utiliser le terme synégétique, ils le servent, c'est-à-dire qu'ils le poignardent. Ils le servent. Il le tue avec des poignards de 30 cm. Voilà. Luc Besson est horrifié par la scène. Il dit que c'est un massacre. Et effectivement, aujourd'hui, on est devant le tribunal. La chasse est un droit imprescriptible. On célèbre la laïcité. La chasse, qui était interdite aux gueux, aux paysans sous l'Ancien Régime, est un droit aujourd'hui républicain. Les chasseurs sont majoritairement des gens extrêmement respectueux des animaux, de la souffrance animale et de la nature. Ce sont des écologistes. Et puis parmi eux, il y a quelquefois des gens qui se laissent un peu emporter. Il peut y avoir des chasseurs un peu bouchés, un peu charcutiers, un peu militaires. C'est d'ailleurs l'origine du sketch des Inconnus, qui est à mourir de rire. À l'instant, J'ai des amis chasseurs qui n'y ait pas de méprise. Moi, je connais majoritairement des chasseurs tout à fait respectueux de la loi et de la nature. Et là, effectivement, on comprend Luc Besson. Même si on le sent très, très, très énervé, on comprend que Luc Besson se soit énervé. Voilà, réponse devant le tribunal de Argentan quand le tribunal rendra son avis. Ma chère Maud, Brigitte Macron, oui, qui est une a fait parler d'elle. Professeure de théâtre et de français, qu'elle cultivait, a défrayé la chronique. Elle aurait eu un mot malheureux. Oui, une scène assez inattendue a été filmée ce week-end dans les coulisses des Folies Bergères alors que se tenait le spectacle de l'humoriste Harry Habitant, spectacle interrompu la veille par le collectif féministe Nous Toutes, l'accusant d'être un violeur. Pour rappel, Harry Habitant avait été accusé de viol par une jeune femme en 2021 et l'instruction s'était conclue par un non-lieu. Dimanche soir, Brigitte Macron est donc allée voir ce spectacle. On y entend des noms d'oiseaux. En fait, Brigitte Macron traite les féministes de sales connes. Alors vous imaginez bien que depuis la diffusion de cette vidéo, c'est le branle-bas de combat sur les réseaux. Ça s'agite dans tous les sens avec la création du hashtag Salcon, un hashtag qui devrait se répandre assez facilement. Voilà pour la petite polémique de ce début de semaine. L'Élysée a par ailleurs indiqué que par ces mots, la première dame critiquait les méthodes et non le combat. Évidemment, je vous propose d'écouter cette petite scène bizarre. Et les Salcon, on va les foutre dehors. Voilà, tout simplement. Je pense... Alors, efficace. Alors, c'est un captage, évidemment, à l'insu de son plein gré.
Je ne pensais pas que cette anecdote, c'est une anecdote, hein, même si bon, ça a une conséquence, défrayerait à ce point la chronique. C'est sur toutes les vous infos. Imaginez bien les féministes de toutes couleurs qui s'insurgent parce que voilà, elles estiment que ce sont toutes les féministes, que c'est le combat féministe qui est insulté. Alors, je conviens qu'il puisse y avoir débat et polémique avec les féministes qui, quelquefois, sont pas toujours très tendres, qui elles-mêmes se permettent quelquefois des écarts de langage ou d'attitude. Et bon, ces mots ont échappé à Madame Macron. Voilà, on se souvient de la petite scène, un petit soufflet sur la joue du président de la République, sur l'avion. Mais mon Dieu, on les guette, hein, et ils ont intérêt à faire attention, ils sont sous surveillance permanente. Donc, Madame la Présidente, Madame Macron, vous n'êtes pas présidente, voilà. Donc voilà, surveillez votre langage parce que vous êtes capté. Moi, je dirais que c'est plutôt bon signe, cette femme a de la réplique, voilà, point final, et puis on va s'attirer là pour aujourd'hui. Y a-t-il une souveraineté agricole en France? On en parle avec l'ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, dans un instant. N'hésitez pas à réagir et à lui poser toutes vos questions. 0826 300 300. À tout de suite sur La France dans tous ses états. La guerre agricole se prépare. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a lancé hier depuis Rungis les conférences de la souveraineté alimentaire destinées à définir une stratégie agricole nationale sur 10 ans. Alors, qui menace notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté agricole? On en parle avec l'ancien ministre de l'Agriculture, maire du Mans, Stéphane Le Foll. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll, vous avez été ministre de l'Agriculture durant la totalité du quinquennat de François Hollande de 2000. Voilà, c'est rare d'ailleurs hein, qu'on reste en poste pendant 5 ans. Vous avez donc couvert globalement ce ministère. Je me permets de dire que dans la grande panoplie des ministres de l'Agriculture de la République, vous êtes un de ceux qui avaient œuvré activement avec cette loi d'avenir sur l'agroécologie, qui, pour la première fois, alors qu'on sait que l'agriculture est co-gérée depuis longtemps par la FNSEA, vous avez concilié les enjeux environnementaux et humains d'agriculture avec les enjeux économiques. C'est-à-dire que vous avez permis à l'agriculture française, par cette loi, de mettre en place un processus qui permettait aux agriculteurs de nourrir la France, tout en préservant l'environnement, en gagnant suffisamment leur vie et en rendant un début de souveraineté alimentaire. Je considère que cette loi a été mise à mal par vos successeurs. Quand Emmanuel Macron a été élu président de la République, il a nommé Stéphane Travert au ministère de l'Agriculture. Alors il y a eu les états généraux de l'alimentation, certes très grande étape, le discours de Rungis en octobre 2017, la loi Egalim 1, la loi Egalim 2, la loi Egalim 3. Quand on fait des 1, 2, 3, ça veut dire que ça marche pas. Et puis ensuite, il y a eu le Covid. Et maintenant, nous avons Madame Annie Genevard, qui vous succède également au ministère de l'Agriculture, qui, consciente qu'il y a tout à refaire, puisqu'on a un petit peu démantelé votre loi d'avenir sur l'agroécologie, quel dommage, eh bien, on est le grand éveil alimentaire, toujours à Rungis, avec ces conférences. Est-ce que vous pensez, Stéphane Le Foll, qu'un jour, les gouvernements de la République prendront les vraies mesures pour assurer cet enjeu essentiel qui est la souveraineté alimentaire de la France? Écoutez, je ne sais pas, j'ai relu et revu là ce qui a été dit par la ministre de l'Agriculture. Bon, d'abord, reprendre les terminologies de guerre à tout bout de champ et sur chaque sujet maintenant me paraît être une manière peu adéquate de répondre aux enjeux qui nous sont aujourd'hui posés. Le défi, vous l'avez rappelé, d'être à la fois une agriculture qui assure une souveraineté alimentaire, il faudra la définir d'ailleurs, et en même temps qui assure la durabilité du modèle de production agricole. On le voit aujourd'hui, les difficultés en particulier avec les épizooties qui se multiplient, la question des sécheresses qui se répètent, quelquefois les questions d'inondation, la modification des cycles aussi des végétaux, puisqu'on le voit maintenant, et le constat avec ce que nous connaissons comme température en hiver, fait que tout ça est un bouleversement complet. Et on reste avec ces discours martiaux de guerre alimentaire uniquement sur des vieux schémas et qu'il faut changer la perception qu'on a de la manière dont on doit faire face à tous ces défis. Moi, je l'avais fait au travers de l'agroécologie, vous l'avez rappelé. Je vais prendre un exemple pour essayer d'être un peu précis. Je regardais hier ou avant-hier, il y avait un article sur la question
la perte de revenus au niveau des céréales aujourd'hui. Le prix des céréales est en train de baisser de manière extrêmement forte et la question a été posée de savoir si on pouvait accepter avec cette baisse des prix une augmentation des taxes sur les importations de gaz qui permettent ensuite de faire de l'azote. L'azote aujourd'hui peut être produit chez nous avec simplement des modifications des modèles de production en introduisant ce que vous connaissez bien, des légumineuses qui permettent, au travers des systèmes symbiotiques dans le sol, de fixer l'azote de l'air, celle que nous avons nous-mêmes ici et de manière gratuite. Il suffit simplement de changer les modèles de production, d'avoir moins tendance à produire de manière monoculturale, mais d'essayer d'associer des cultures pour permettre d'avoir des objectifs multiples en même temps. Ce que vous avez défendu, la méthode de conservation en développant le ver de terre dans le sol. Oui, en développant le ver de terre, en développant les légumineuses, en développant les couvertures de sol. Ça, c'est un enjeu très important. Il n'y a pas de stratégie de ce côté-là. De la même manière que quand on couvre les sols, qu'on met des légumineuses, on peut développer aussi des stratégies de production de protéines pour l'alimentation animale. Aujourd'hui, on dépend, par exemple, quand on parle du Mercosur, aujourd'hui, on dépend en importation de soja autour de 7 milliards d'euros. Bon, c'est une situation donnée. Est-ce qu'on est capable de changer cette donne? Oui, on peut la changer. On peut, avec ces associations de culture, avoir beaucoup plus de production de protéines animales, de protéines pour l'alimentation animale, et donc avoir moins d'importations telles qu'on les conçoit aujourd'hui. Stéphane. Et sur la question de la souveraineté, donc, je le pense, et c'est souvent dit aussi aujourd'hui dans le domaine du climat, quand vous développez des stratégies d'énergie renouvelable, quand vous utilisez beaucoup plus le soleil, vous dépendez moins des énergies fossiles, donc vous êtes plus indépendant. Eh bien, en agriculture, c'est pareil. Utilisez plus le soleil dont on dispose sur notre pays pour pouvoir produire plus et mieux, ça sera plus d'indépendance au niveau agricole et agroalimentaire demain. C'est ça les enjeux, et c'est comme ça qu'il faut les poser. Alors que là, j'ai pas saisi exactement, il y a des conférences qui vont avoir lieu, mais de dire qu'on est en guerre et donc on se met en situation d'être en guerre nous-mêmes, sur quel outil on s'appuie? Ça, c'est un élément de langage quand on n'a rien à proposer et qu'on n'a pas d'armement. La souveraineté alimentaire, vous avez essayé de la tirer par le haut avec l'apport de la souveraineté alimentaire, avec cette loi d'agroécologie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne constatez pas que cette souveraineté alimentaire, on va la tirer par le bas en s'alignant sur des critères de production industrielle de malbouffe? C'est-à-dire, autrement, au lieu de dire aux agriculteurs français, vous allez monter vers le haut et on va vous protéger, par exemple, par la préférence communautaire, on va rester en Europe avant d'ouvrir le marché à des agriculteurs qui sont pas loyaux au niveau de la concurrence. Et ben là, on va s'aligner sur la malbouffe des autres pays. Comme ça, vous verrez, vous pourrez en exporter autant et la souveraineté alimentaire sera acquise. C'est un raisonnement absurde. Et surtout, le raisonnement qui est fait, c'est que on raisonne sur la souveraineté, sur le produit final. Si je prends la viande ou le poulet, on va regarder les tonnes que l'on produit par rapport aux tonnes de poulet ou de viande qu'on consomme. D'accord ? C'est le produit final. En agriculture, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, il n'y a pas que le produit final qui fait la valeur ajoutée. Il y a tout ce qui construit et qui permet la production et qui est ou dépendant de l'extérieur ou peu dépendant de l'extérieur. Dans les domaines de l'énergie, c'est la même chose. Mais dans le domaine de l'agriculture, c'est encore plus vrai. Et je donnais cet exemple tout à l'heure, à la fois, si vous parlez d'azote et vous importez de l'azote minéral, ben vous importez de l'azote minéral pour fertiliser des sols et pour produire des céréales. Pourquoi ils ne le font pas, Stéphane? Pourquoi le gouvernement ne promeut pas depuis 7 ans, pourquoi on n'a pas continué votre loi d'agroécologie? Qu'est-ce qui les dérange dans votre loi d'agroécologie? Parce qu'ils se sont focalisés sur la question du prix, vous l'avez rappelé, sur les lois Egalim. L'objectif a été uniquement une question de prix. Et du revenu des agriculteurs, vous êtes d'accord aussi? Du revenu des agriculteurs, mais sans jamais... On est parti du prix, à la demande des syndicats agricoles, oui. Je comprends, sans jamais se poser la question des coûts de production. C'est-à-dire le prix, c'était expliqué comme ça, c'est un multiple du coût de production. Lequel? Celui qu'on a aujourd'hui. On a mis la charrue avant les bœufs, si je comprends bien. On a mis la charrue avant les bœufs. Voilà. Est-ce qu'on est capable de modifier nos coûts de production pour qu'ils soient moins importants
Et que donc, à partir de là, on dégage plus de revenus. C'est toutes ces questions stratégiques qui ne sont jamais posées, ou que personne ne veut poser, parce que ça changerait quand même beaucoup, et ça c'est vrai, les équilibres des acteurs économiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc ce changement, de toute façon, il est en train d'avancer doucement, mais il avance. On avait mis en place, vous vous en souvenez, les prix pour l'agroécologie. Je vois que on continue un peu dans ce sens-là, et c'est très important parce qu'il y a des résultats qui sont extrêmement significatifs. Quel rôle joue la FNSEA, Stéphane Le Foll, dans cet enjeu? Quel syndicat est puissant? Quand elle est arrivée, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, la FNSEA, elle a été sur le prix. La première loi, la loi Egalim 1, c'était une question de prix, c'était Emmanuel Macron qui l'avait porté pendant la campagne, à la demande d'ailleurs de la FNSEA, et vous l'avez rappelé, on en a fait une, on en a fait deux, on en a fait trois, il y avait même d'évoquer une quatrième. Oui, mais vous aviez sorti la FNSEA de la cogestion, gentiment vous l'avez fait, vous l'avez sorti. Non, oui, je l'ai sorti de la cogestion. J'avais simplement considéré qu'il y avait un premier syndicat agricole en France, c'était la FNSEA, mais que la discussion portait aussi sur des orientations politiques qui étaient quand même portées par le ministre et le ministère, et on discutait avec des organisations syndicales de la manière dont, en fonction des orientations, on faisait en sorte de répondre aussi aux besoins et aux demandes de l'ensemble des syndicats. Et là, ce qui s'est passé et qui a été beaucoup trop vite, c'est qu'on a focalisé sur une seule question, un seul élément, c'était la question du prix, qui d'ailleurs pris comme si avec une loi, on allait régler l'ensemble des prix agricoles et alimentaires. C'est utopique, totalement impossible à faire. Et on l'a vu, et vous l'avez rappelé, et je le rappelle, on en a fait une, on en a fait deux, on en a fait trois, il faudrait pratiquement en faire une quatrième. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, le prix des céréales baisse autant? C'est qu'il y a une offre mondiale beaucoup plus importante, et que, par rapport à la demande, le prix est en train de baisser. Ça, c'est des facteurs qui sont indépendants de toute loi qu'on peut voter au niveau national, et qu'il faut s'organiser autrement, avoir des contrats pluriannuels tous les ans, et on le voit encore aujourd'hui, on est dans le psychodrame en France, on est le seul pays au niveau européen à faire des négociations annuelles à la veille en plus, souvent, enfin toujours d'ailleurs, du salon de l'agriculture. Donc on est en train de débattre tous les jours du débat industrie, grande distribution, agriculteurs, parce qu'il n'y a aucune contractualisation de moyen terme, comment on fait du pluriannuel, comment on a une stratégie qui structure à la fois la production, qui fait baisser les coûts de production, qui assure du revenu aux agriculteurs, qui permettent à la fois de produire et en même temps d'intégrer la question environnementale. Merci Stéphane Le Foll pour ces précisions. Je n'hésiterai pas à vous rappeler pour avoir votre avis sur la suite de cet dossier essentiel pour la France. Merci, à bientôt. Vous restez avec nous. Nous allons parler République et laïcité avec le grand maître de la Grande Loge de France et voir 120 ans après ce qu'il reste de la laïcité, comment la défendre. C'est Emmanuel Macron, il est 13h05, nous sommes sur Sud Radio, vous êtes avec Périque Légas qui reçoit très solennellement Jean-Raphaël Nothomb, grand maître de la Grande Loge de France, donc un dignitaire franc-maçon. Le thème de notre antenne, monsieur le grand maître, c'est Parlons vrai. Alors je sais que les francs-maçons sont des gens, je vais pas dire prudents, mais qui font attention à ce qu'ils disent. J'espère que cet échange pendant 1 heure va être sincère et loyal, et que nous allons pouvoir aller au fond des choses, parce que votre présence ici, l'entité que vous représentez, l'institution que vous représentez, participe de l'histoire de France. Nous célébrons aujourd'hui les 120 ans de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, et pas de l'Église et de l'État. Et nous savons à quel point la franc-maçonnerie a joué un rôle important. Alors c'était peut-être pas forcément votre obédience à l'époque. On va en expliquer, vous allez justement nous expliquer. Les grands noms, c'était le petit Père Combe, bien sûr, Valdez-Crousseau, Aristide Briand, député socialiste qui a été rapporteur de la loi, et elle fut finalement votée en 1905. Pas forcément dans le calme, y compris dans l'attention. Il s'agissait bien à l'époque, je l'ai dit tout à l'heure dans mon humeur, d'évacuer l'Église catholique, les chrétiens du pouvoir de la République dans lequel ils avaient un contrôle permanent, et de rendre, j'allais dire, au peuple français sa souveraineté laïque, de façon à ce que la démocratie, la République puissent être appliquées de façon cohérente au nom de la liberté, la égalité et la fraternité. Merci d'être notre invité, Jean-Raphaël Nothomb. Aujourd'hui, ça veut dire quoi être franc-maçon? D'abord, merci de votre invitation, et qui me touche beaucoup en ce jour anniversaire important. Nous aurons l'occasion, j'imagine, de revenir sur la loi de 1905,
Et si je suis ici, ce n'est pas pour parler la langue de bois, mais pour faire entendre notre voix un peu singulière, à la fois au sens de la franc-maçonnerie, mais également au sens de la République, puisque la vedette aujourd'hui, c'est une loi républicaine. Donc je suis à votre disposition. Ça veut dire quoi aujourd'hui, être franc-maçon, en tout cas à la Grande Loge de France? 2-3 éléments. C'est d'abord privilégier le doute sur les certitudes. C'est privilégier le temps long sur le temps court. C'est privilégier la profondeur et la spiritualité sur la superficialité des choses. Et c'est, autant que faire se peut, donner un peu de sens à une vie qui, de manière générale, est aujourd'hui assez chaotique. Alors, la Grande Loge de France, il y a d'autres obédiences. Alors, c'est la GLDF. Il y a aussi la Grande Loge maçonnique de France, et puis surtout le Grand Orient, qui est, j'allais dire, le versant, on dit pour résumer, le versant gauche, un petit peu plus progressiste. À la Grande Loge de France, on croit en Dieu. Je pense que c'est une des caractéristiques qui fait partie de votre rituel. Alors, si je peux me permettre... Vous acceptez qu'on croit en Dieu. Alors, si je peux me permettre... allez-y, non, soyez pédagogue, parce que nos auditeurs, quelquefois, peuvent s'y perdre. La grande valeur et la grande richesse de la Grande Loge de France, ce n'est pas de croire ou de ne pas croire en Dieu, on a de tout. C'est justement la liberté de conscience. Elle est laïque, en soi. Alors... on a inventé la laïcité avant la lettre. D'accord. Et la particularité de la Grande Loge de France, c'est que vous y retrouvez des libres penseurs, des cathos, des protestants, des juifs, qui s'entendent très bien, et pour qui la croyance personnelle n'est pas un sujet. Et c'est ça qui nous permet de cultiver ce vivre ensemble qui manque tant à la société qui nous entoure aujourd'hui. Pour autant, le grand architecte de l'univers fait partie, j'allais dire, des structures philosophiques de cette obédience. Mais c'est justement là toute l'astuce de ceux qui ont été les initiateurs de cette notion. Je vois que vous y connaissez quand même beaucoup. Le grand architecte de l'univers, c'est le Convent de Lausanne, 1875. Et en fait, cette définition... permet à chacun de se retrouver comme bon lui semble. Ça peut être le Dieu des Juifs, ça peut être le Dieu des catholiques, ça peut être l'univers, ça peut être un rien des libres penseurs, ça peut être tout cela derrière un même vocable qui, en fait, ne désigne pas à nommément parler ce qu'il représente au sens de l'habitude que l'on en a. Donc c'est pas forcément une divinité, une entité divine. Et lorsque président Mitterrand, dans ses adieux, dit « je crois aux forces de l'esprit », ça peut être aussi une vision de l'esprit, ça peut être... c'est une force supérieure dont on pourrait considérer qu'il est à l'origine de l'univers sans avoir plus de précision. Nous avons une deuxième expression moins connue qui consiste à parler de principe créateur. Et ce principe créateur, là aussi, est un vocable extrêmement général, très transversal, derrière lequel chacun retrouve ce qu'est sa croyance ou sa vérité. Et le fondement même de la liberté de conscience et de la tolérance qui règne au sein de nos loges, elle repose sur cette idée fondatrice-là. Alors, il y a dans la définition de votre ordre de la Grande Loge de France un terme qui m'a toujours intrigué, rite écossais ancien et accepté. C'est charmant comme définition, mais ça veut dire quoi? Alors, je vais vous en donner la réponse. Alors, d'abord, juste un petit mot. Vous avez traité le Grand Orient de force de gauche et progressiste. C'est comme ça qu'elle est perçue, c'est pour ça. Oui, c'est peut-être un petit peu caricatural, parce que par opposition, cela voudrait dire que nous sommes de droite et plus traditionnels. On va y revenir, Jean-Raphaël, voilà. Donc, non, c'est pas exactement ça. Les nuances sont beaucoup plus sensibles. Alors, rite écossais ancien et accepté. Oui. Le A de accepter est le plus intéressant. C'est poétique comme formule. Oui, mais qui dénote une réalité historique incroyable. Les dernières loges opératives d'Écosse, ça remonte à il y a 300 ans, se sont dit un jour, nous allons accepter des spécialistes du droit, de la vente, c'est-à-dire des non-opératifs, en se disant, écoutez bien, réparer des murs, c'est bien, réparer des hommes, c'est mieux. Le A de accepter, ça vient de là. Donc c'est une ouverture humaniste. C'est une ouverture humaniste et qui fait de nous les descendants des bâtisseurs de cathédrales et des maçons opératifs. Alors la genèse de la franc-maçonnerie, on dit toujours, c'est le temple, le roi Salomon, c'est là où, j'allais dire, naît l'esprit de la maçonnerie, qui est une forme de syndicalisme quelque part au départ. Alors, avant de parler de syndicalisme, je parlerai plutôt de symbolisme. C'est-à-dire que sans vouloir vous révéler tout de suite tous les secrets maçonniques. Oui. Ce que l'on... On n'aura pas assez de l'émission, je vous signale. Ce que l'on appelle par
ce temple au sens générique du terme, qu'est-ce que c'est ? C'est une construction. Et au lieu d'être une construction matérielle, pour les maçons de la Grande Loge de France que nous sommes, c'est aussi la construction de son temple intérieur, c'est-à-dire de sa recherche personnelle. Nous sommes très socratiques. Nous adorons la phrase de Socrate, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc il y a de l'hellénisme dans la franc-maçonnerie, dans la philosophie maçonnique. Énormément, bien sûr, mais pas que ça. Il y a de l'alchimisme, il y a de toutes sortes d'origines traditionnelles, et surtout symbolique, parce que si nous avons des références à quelques courants spiritualistes que ce soit, nous prenons toujours ces références au sens du symbole qu'ils nous apportent et non au sens de la vérité révélée. Alors pourquoi faut-il laisser ces métaux à la porte du temple et ne pas rentrer avec, là aussi? Pour ne pas ressembler à l'Assemblée nationale le certain mercredi après-midi. D'accord. Donc vous voulez dire que dans une tenue, lorsqu'il y a une réunion maçonnique dans une loge, les débats qui y sont des débats qui ne doivent pas être trop influencés, j'allais dire, par la controverse, par la polémique extérieure. Vous vous protégez. À commencer par les règles de comportement. Demain, vous allez devenir apprenti. La première chose qu'on vous demandera, c'est de garder le silence pendant 1 an. Ouf. Pour apprendre le silence. La deuxième chose qu'on vous apprendra, ils ont à mon avis, des stages à faire parmi nous. On vous apprendra à ne jamais couper la parole. La troisième chose qu'on vous apprendra, c'est de ne jamais répondre frontalement, mais de faire en sorte que une forme de triangulation de la parole permette à la parole de rester raisonnable et sans opposition frontale. Autant de leçons que nous pourrions donner pour le vivre ensemble dont nous avons besoin. Donc effectivement, on peut en déduire que les valeurs fondatrices de la laïcité sont des valeurs conformes à la philosophie maçonnique. Alors, plus que ça, c'est conforme à l'esprit des Lumières et du XVIIIe siècle. C'est le sens critique, c'est la raison, c'est le respect de l'autre, c'est la parole pesée, fonction de ce qu'est aussi en miroir la parole de l'autre. Tout ça, ce sont des valeurs que l'on retrouve dès le XVIIIe siècle, qui se sont propagées avec le siècle des Lumières, et dont nous sommes encore aujourd'hui les défenseurs et les protecteurs. Qui sont vos ennemis aujourd'hui, les gens qui ne vous aiment pas encore? Les religions, précisément, peut-être? Surtout pas. Surtout pas. Non, c'est les totalitaires en tout genre. Dès que vous avez un État qui devient, comme l'on dit maintenant, illibéral, tyrannique, soyons très clairs, les premiers empêcheurs de tourner en rond, c'est les francs-maçons. Je rappelle, hélas, cette histoire tragique de la France. Qui était dans les wagons en direction des camps? C'était les Juifs, c'était les francs-maçons. Et puis c'était tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, étaient un peu en marge. Les tziganes, les homosexuels et les autres. Mettez un tyran à la tête d'un pays, immédiatement, les premiers visés, ça sera les porteurs des Lumières et de la liberté de parole. La fameuse coalition judéo-maçonnique. Elle est aussi catholique, puisque j'en suis un. Bien sûr, bien sûr. Et effectivement, le régime de Vichy, c'était son leitmotiv. Nous avons quelque chose de bouleversant, et je vous invite à venir le voir. Nous sommes détenteurs des fiches de Vichy sur les francs-maçons et sur les juifs. Elles sont dans nos archives. Nous le prenons comme un moment d'histoire bouleversant dont nous sommes les garants, pour que plus jamais on ne retrouve ce type de comportement épouvantable de l'État français. Quel était le signe distinctif que l'on a figé sur le vêtement des francs-maçons? Je crois que c'était un... Alors, c'était pas tellement cela l'idée. L'idée, c'était déjà le principe d'une fiche réalisée dans lequel l'on demandait aux uns et aux autres leur appartenance maçonnique, certes, mais leur appartenance religieuse, leur appartenance philosophique et politique. Et si vous me le permettez, parce que vous avez été très vite, nous avons, au sein de la Grande Loge, tous les courants spiritualistes et religieux représentés et qui vivent en bonne intelligence. Et nous vivons en bonne intelligence avec l'ensemble des représentations institutionnelles de ces courants, à une toute petite exception. Ce sont les chrétiens catholiques, mais les choses sont en cours, grâce à des messagers de bonne volonté. Nous allons poursuivre cet échange et vous allez nous préciser encore plus ce qu'est la pensée maçonnique par rapport à la laïcité, cette loi de 1905. Dans quelques instants, nous sommes avec Jean-Raphaël Nothomb, grand maître de la Loge de France, et nous dissertons avec beaucoup de sérénité sur justement ce qu'est aujourd'hui la franc-maçonnerie en 21e. Et si vous... Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Il est 13h19, vous êtes avec Perico Légas qui reçoit Jean-Raphaël Nothomb, grand maître de la Grande Loge de France, et nous discutons aujourd'hui de ce qui est devenu la laïcité, dont nous célébrons les 120 ans. Nous célébrons les 120 ans de la loi de 1905, et Jean-Raphaël Nothomb nous explique que la laïcité est un peu l'ADN de la maçonnerie,
pour ne pas dire que c'est la maçonnerie qui est à l'origine de cet esprit de tolérance. Est-ce que c'est un peu comme ça qu'on peut présenter les choses? C'est un peu raccourci, mais disons que nous portons en nous cette liberté de conscience de manière assez naturelle. Et très naturellement, ceux d'entre nous qui, à un moment donné, ont eu des responsabilités institutionnelles ou parlementaires, ont été tentés de le traduire dans le vivre ensemble de la République. C'est comme cela qu'on pourrait dire les choses. Cette notion de tolérance manque cruellement aujourd'hui au débat politique, au débat républicain. Les francs-maçons ont été partie prenante de la vie politique française dans l'histoire. Il y a même des grandes personnalités. On peut en citer quelques-unes. Je prends l'exemple de Talleyrand, par exemple. Alors, c'est un peu loin, et je pense que par rapport à vos auditeurs, ça ne parlera plus beaucoup. En revanche, permettez-moi de citer très rapidement 3 exemples. Pierre Brossolette. Oui. Résistant. Grand résistant. Qui préfère se suicider plutôt que de donner le nom des hommes de son réseau. Il se défenestre. Il se défenestre. Franc-maçon de la Grande Loge de France. Quand vous citez la Grande Loge de France, la fierté qu'elle a d'être la plus grande institution privée à disposer de compagnons de la Libération. 7, dont Pierre Brossolette, Félix Eboué, Hubert Germain. Mais Félix Eboué, gouverneur du Tchad, le premier résistant, le premier gaulliste. Et le premier engagé aux côtés du général de Gaulle. Africain, bien sûr, tout à fait. Et que dire de Pierre Simon, ancien grand maître de la Grande Loge de France, qui était le conseiller technique et politique de Simone Veil, à qui l'on doit d'avoir été l'instigateur de ces lois incroyables qui ont été votées dans des circonstances qui n'ont pas toujours été, l'on s'en souvient, extrêmement simples. Et comment ne pas citer Arnaud Beltrame ? Arnaud Beltrame, le gendarme qui a fait don de sa vie. Fait don de sa vie, et qui nous a fait l'honneur d'appartenir à une loge qui porte un très joli nom. Elle s'appelait Joseph Bonaparte à la Grande Loge de France. Je rappelle les circonstances, il y a eu une prise d'otage dans le... Exactement. Ce sont des exemples vivants de ce qu'est l'engagement au service de la République. Alors je faisais allusion à Talleyrand pour vous dire qu'il y a de grands personnages historiques, que la franc-maçonnerie est présente dans l'histoire de France depuis la nuit des temps. On aura ensuite des doutes sur on l'était pas, parce que nous sommes d'accord que ça doit rester secret. J'allais dire, il n'y a que les dignitaires qui peuvent révéler leur appartenance à une loge maçonnique telle que vous, le grand maître, et que je crois qu'un franc-maçon a le droit, on va pas dire que c'est une taquia, mais il a le droit de mentir s'il n'a pas envie de révéler sa appartenance à la franc-maçonnerie. Oui, c'est une forme de protection. En revanche, ça dépend des cultures, ça dépend des moments. Et ce que nous remarquons aujourd'hui, moi j'ai été élu sur une volonté d'ouvrir nos portes. Et nous invitons tous ceux qui veulent venir nous découvrir à le faire. À l'occasion des Journées du patrimoine, nous avons eu plusieurs dizaines de milliers de visiteurs qui sont venus voir nos temples, parce que nous n'avons rien à cacher. Le secret ne porte pas sur les murs, sur les objets, mais il porte sur cette méthode incroyable qui permet à chacun d'entre nous d'être un peu meilleur demain qu'il ne l'était hier. Alors, sans rentrer dans la polémique, mais on peut aussi y rentrer, qu'est-ce qui vous distingue le Grand Orient? Le Grand Orient est une obédience maçonnique à laquelle appartiennent ou ont appartenu aussi des personnels politiques très connus, notamment à gauche. Alors, est-ce qu'on peut révéler leur identité aujourd'hui parce qu'ils ne s'en cachent pas? Il y en a eu plus récemment dans l'histoire de la Ve République également. C'est une nuance qui est philosophique, c'est une nuance politique, c'est une nuance éthique? Alors, soyons très clairs. D'abord, par les temps troublés qui sont les nôtres, ce qui nous rassemble est infiniment supérieur à ce qui nous divise. Et quand on faisait monter des francs-maçons dans les wagons, on leur demandait pas s'ils étaient à la Grande Loge de France ou au Grand Orient. Évidemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes, nous, les représentants d'un courant très ancien. Nous ne leur en voulons pas d'être plus récents que nous. Ensuite, c'est vrai qu'ils sont plus engagés de manière collective dans des choix de société. Nous sommes plus engagés de manière individuelle et dans des choix éthiques, de valeurs et de vertus. Et nous sommes, pour résumer le tout, plus dans une démarche de recherche intérieure spiritualiste. Eux sont plus dans une démarche d'engagement sociétal. Mais on est vraiment aux marches de la différence. Vous convenez que la franc-maçonnerie française en général a pu compter quelques brebis galeuses et que certains individus sont entrés dans la maçonnerie ou ont dévié ensuite pour en faire un centre d'intérêt, de filière, de réseau, et dont certains se sont finis devant les tribunaux et en prison. Puis-je me permettre d'être un peu provocateur? Ah mais vous devez être provocateur. Nous avons tous nos brebis galeuses. J'ai cru comprendre d'ailleurs que chez les journalistes, il y en avait aussi. Nous n'en manquons pas.
eh bien, nous, les nôtres, on les vire quand on les identifie. Et on essaye de faire en sorte, au moment où ils rentrent, qu'il y en ait le moins possible. Mais parfois, c'est vrai qu'ils avancent masqués. En revanche, nous sommes d'une brutalité sans nom à l'égard de ceux que nous dévoilons dans nos obédiences, toute obédience confondue, et que nous virons dans le cadre d'un accord commun de toutes les obédiences. Vous parlez pour votre obédience, pour votre loge, je pense, oui. Je parle pour l'ensemble des obédiences françaises qui ont ce point commun de mettre à la porte ceux qui agissent en son nom de manière déviée. Êtes-vous sûr, vous n'êtes pas peut-être habilité à en parler? Je pense qu'au Grand Orient, il y a eu quelquefois des individus qui se sont maintenus dans la maçonnerie alors qu'ils auraient pu en sortir. Bon. Permettez que je parle de ma propre famille. Bien sûr. Je ne vous vois pas parler d'une autre station de radio. Non, bien sûr, mais mais c'est très important ce que vous dites parce que à Sud Radio, nous admettons le débat, nous admettons la controverse avec nos confrères que nous sommes ravis de recevoir, et quelquefois, lorsque nous considérons qu'il y a un autre média qui a peut-être transgresser la vérité ou modifier une information selon les critères qui sont les nôtres, nous n'hésitons pas à ouvrir ce débat, à les interpeller. Ce qui était autrefois dans la presse, on ne s'attaquait pas entre confrères. Ici, nous le faisons de façon tout à fait cordiale, conviviale et naturelle, mais nous n'escamontons pas le débat lorsqu'il y a divergence et lorsque nous estimons qu'il faut rectifier la vérité. Pour tout vous dire, ma présence aujourd'hui, grâce à votre invitation, c'est de ne pas laisser d'autres, des malfaisants, dire qui nous sommes et ce que nous ne sommes pas, mais plutôt de le dire nous-mêmes. Et vous le faites très bien. Alors, on va mettre les pieds, si je puis dire, dans le plat par rapport à l'actualité qui nous touche. La loi de 1905 est une loi de séparation des églises et de l'État qui est là pour garantir la liberté des cultes. C'est d'abord le projet, c'est de protéger les religions et de s'assurer que, j'allais dire, les paramètres confessionnels n'interviennent pas dans la gestion de la République, en tout cas dans le domaine public. Comment expliquez-vous, Jean-Raphaël Nothomb, qu'aujourd'hui cette loi soit si malmenée, si controversée? Alors, que ce soit de la part des gens qui défendent le fait religieux, on peut le comprendre, même s'ils se trompent, puisque c'est pour les protéger, mais que des gens qui sont des républicains convaincus vous disent, oui, la laïcité, finalement, c'est une arme, pour utiliser le terme utilisé, c'est une arme anti-religieuse, c'est un instrument anti-islamique. Absurde comme raisonnement. Totalement. Je voudrais juste d'abord vous rappeler que dans l'article 1 de la loi, ce dont on parle, c'est de liberté de conscience. Oui. Qu'ensuite, chacun s'accorde à reconnaître à Aristide Briand un rôle tout à fait incroyable dans la rédaction de cette loi. Et on dit qu'à cette occasion, c'était une politique d'apaisement qu'il souhaitait mettre en œuvre. Ensuite, je rappelle, c'est aussi un fait historique, que Aristide Briand, à l'époque, avait déclaré « Si demain, on est demain, il devait y avoir des difficultés, c'est toujours le versant libéral qui devrait être choisi sur le versant punitif. » Et puis, pour répondre très directement à votre question, puisque vous m'avez invité pour cela, c'est pas la loi qui se porte mal, c'est la société. Ne faisons pas porter à un texte législatif tous les maux de la terre. C'est bien la société dans laquelle nous vivons, qui aujourd'hui est plus chaotique que jamais, et qui fait qu'une loi qui a 120 ans d'existence, toujours solide sur ses principes et ce qu'elle exprime, a aujourd'hui plus de difficultés à être respectée et exprimée. Nous sommes avec Jean-Raphaël Nothomb, grand maître de la Grande Loge de France. Nous discutons des enjeux de la laïcité, des 120 ans de cette loi, et nous essayons de comprendre comment cette laïcité aujourd'hui, mal comprise, mal menée, a besoin au contraire de soutien et d'adhésion républicaine. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 08 126 300 300, et Jean-Raphaël Nothomb sera tout à fait d'accord pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Vous n'avez peur d'aucune question. En toute liberté, rien ne nous fait peur. N'hésitez pas à appeler, chers auditeurs. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes avec Perico Légas sur Sud Radio et je reçois Jean-Raphaël Nothomb, grand maître de la Grande Loge de France, avec lequel nous avons un échange serein, mais j'allais dire concret et direct. Jean-Raphaël Nothomb, aujourd'hui la défense de la laïcité passe par, j'allais dire, la pédagogie de cette loi de 1905, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle n'a pas de défaut en soi, elle est mal interprétée, elle est mal lue, elle est même présentée de façon fallacieuse. Est-ce que là-dessus les francs-maçons sont tous d'accord sur la façon dont il faut interpréter cette loi de 1905 et sur la façon dont il faut vivre la laïcité en République française? Alors, pour répondre très directement, la réponse est non.
Ah bon? La réponse est non. D'abord, il y a un débat, mais c'est un peu le sexe des anges. Certains se battent oriflamme dehors sur la constitutionnalisation de la loi de 1905. Mais pardon, le terme laïcité figure dans l'article 1er de la Constitution française. Mais pas dans la loi de 1905, contrairement à ce qu'on pense. Oui, mais l'on parle... L'idée y est, mais pas le mot. Exactement. Mais n'inversez pas les choses. Oui. Le terme, lui, est déjà constitutionnalisé. Ne nous battons pas là-dessus. Ce qui compte avant de modifier la loi, c'est de la faire appliquer dans ce cas-là. Article 1 de la Constitution, République laïque et sociale. La France, voilà. Et indivisible. Et indivisible. Alors, quelle est votre nuance? On va être très précis. Vous estimez que vous avez une lecture de la loi de 1905 qui est rigoureuse, ou au contraire, vous la voulez plutôt ouverte par rapport au Grand Orient, qui aurait une lecture un petit peu fondamentaliste, si je peux m'exprimer ainsi, un peu intégriste de la loi de 1905? Alors, je vous laisse les qualificatifs, oui, ils n'appartiennent qu'à vous. Ce juge. Mais c'est vrai que nous avons une vision qui repose plus sur la liberté de conscience, qui fait partie de notre ADN, de nos bases vraiment fondamentales. Et je voudrais, pour cela, utiliser un exemple. Nous n'avons pas à nous engager dans une laïcité punitive, une laïcité d'interdiction, mais plutôt sur une laïcité d'éducation et de compréhension. Je vais vous... je vous prends au mot, sur le voile à l'école. Est-ce que la Grande Loge de France considère que le voile n'a pas à pénétrer dans les classes des écoles de la République? Permettez, et ce n'est pas une espèce de pas de côté que je voudrais faire à votre question. Je ne m'esquiverai pas. Mais je préfère, plutôt qu'un ministère de l'anti-voile, un ministère du creuset républicain. Apprenons le creuset républicain. Bien sûr. Quand vous partez avec ce petit bout de la lorgnette de faire de ce voile l'ensemble des agitations politiques et sociales françaises, est-ce à dire, je vais vous prendre au mot, venez dans mon village, en Corse, Monticello, une fois par an, à l'occasion de la fête patronale, le Saint-Roch se balade dans les rues du village. Est-ce que c'est un signe ostentatoire religieux? Bien sûr que non. C'est une tradition populaire ancienne. Et que l'on soit catholique, juif, musulman, protestant ou libre penseur, on se retrouve à Pastourelle pour boire l'apéritif à la fin de la cérémonie. Donc la crèche dans la mairie ne vous choque pas? Absolument pas. Évidemment que non. Si elle fait partie d'une tradition, d'un rituel ancien. Péricot, oseriez-vous prendre une scie disqueuse et aller scier tous les calvaires à la sortie de nos villages? Évidemment pas. Non, mais là nous parlons des édifices. Posez la question. Nous parlons des édifices publics, des édifices de la République, sur le fronton, là où liberté, égalité, fraternité est appliquée. Le fait religieux n'a pas à rentrer à l'intérieur, il doit rester dans la sphère privée. Est-ce que là-dessus, la Grande Loge de France est très stricte et très précise? Nous sommes en parfaite identité avec l'idée originelle des rédacteurs de la loi de 1905 qui considèrent que c'est avant tout une loi de liberté et de tolérance et pas une loi d'exclusion et d'interdiction. Mais vous convenez, monsieur le grand maître, que si cette loi est enfreinte par des gens qui ne veulent pas la respecter ou qui considèrent que c'est un autre dogme religieux qui passe avant les lois de la République, là, la République doit se défendre. Ça vous en convenez quand même? Rien que dans votre formulation, vous êtes déjà à la limite de la polémique. Nous préférons, nous, dans ce cas, répondre. Nous sommes profondément républicains et la loi de la République doit s'appliquer de manière égale pour tous. Une anecdote. Nous avons, samedi dernier, nous avions une assemblée générale de tous les députés de la Grande Loge venus du monde entier. Nous avons remis au goût du jour une vieille tradition. Nous avons tiré la plus grande santé de France en hommage à la liberté de conscience. Expliquez ce qu'est tirer la santé. Alors, reprenez les livres d'histoire et de la Troisième République. Moi, je la connais, mais c'est pour nos auditeurs. On lève son verre et on dit « santé, buvons pour la liberté de conscience », parce que la liberté de conscience est un ferment de vivre ensemble, et donc de joie de vivre ensemble, et non pas de discorde et de division. C'est comme cela que nous la vivons. Et vous ne pourrez jamais, avec quelque loi que ce soit, régimenter qui que ce soit. Ce n'est pas comme cela que les choses fonctionnent. C'est à l'inverse, par la pédagogie, par le creuset. Permettez que je cite un exemple, jamais cité. Aujourd'hui, l'armée française, l'armée de terre en particulier, que je connais un peu mieux, au travers de ce poste de réserviste opérationnel que j'ai occupé. Dans quel grade? J'étais colonel. Et par ailleurs d'auditeur de l'IHEDN.
Quelle est la vertu de l'armée? C'est qu'aujourd'hui, elle est encore un creuset républicain dans lequel il n'y a pas d'interrogation quant à l'application de la loi de 1905. Elle est vigilante parce qu'il y a toujours des tentatives, y compris dans la police, mais je sais que l'armée est vigilante. Elle répond à votre interrogation, elle fait en sorte que la loi soit respectée, mais par ailleurs, l'on peut dire qu'elle est un ferment de creuset républicain et que ça fonctionne encore. Donc inspirons-nous de ce qui fonctionne plutôt que de nous apitoyer sur ce qui ne fonctionne plus de la part de quelques minorités que ce soit. Jean-Raphaël Noton, il y a Philippe qui nous appelle de Nice, auditeur de Sud Radio. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Pélico. J'enlève le haut-parleur, ça risque de faire des échos. Oui, voilà, en fait, je voulais poser une question au grand maître Jean-Raphaël Noton au sujet de ce qu'il pense, parce que j'ai été, je vais pas raconter ma vie, j'ai été franc-maçon dans la Grande Loge de France, mais comme j'étais pas seul, j'ai dû démissionner, mais je veux savoir ce que le grand maître pense du rite écossais primitif, parce que je pensais que la franc-maçonnerie débutait après les constitutions d'Anderson, donc avec le XVIIIe siècle et donc le siècle d'or. Oui. Et donc, et pour préciser ma question, voilà, que pense le grand maître Jean-Raphaël Noton de la conception de Dieu? Est-ce le Dieu catholique ou est-ce le Dieu de Spinoza ou la conception de Pascal, l'infiniment grand ou l'infiniment petit? Voilà. Merci de nous poser et de me poser cette question pour que j'y réponde sans détour. Soyez pédagogue, Jean, parce que la question est très précise, elle est vraiment dans la nuance de ce que peut être la maçonnerie. Eh bien, mon très cher ancien frère, c'est ce que vous souhaitez, et c'est bien ça l'expression de la liberté de conscience. On s'en fiche. On s'en fiche. Je pourrais résumer la laïcité et la liberté de conscience telle que nous la concevons et surtout telle que nous la vivons. Je respecte ce que vous pensez parce que vous respectez ce que je pense. Et donc à partir de là, peu importe ce qu'est votre définition du Dieu, d'un principe créateur, c'est votre conscience à vous et nous la respectons. Donc vous seriez un peu voltairien, si je comprends bien. Ah, on l'a adoré, le grand horloger. Est-ce qu'il était des vôtres, Jean-Marie Arouet? Alors, on dira que dans l'esprit... Quel nom de Voltaire, je me permets de... On dira que dans l'esprit, de manière absolue, oui, il semblerait qu'il ait été initié, mais qu'il n'ait pas beaucoup pratiqué, mais peu importe, dans l'esprit, il l'était de manière évidente. Jean-Jacques Rousseau l'était? Exactement. Bon. Ça n'empêche pas. Vous voulez que je vous donne tout l'annuaire de la Grande Loge de France? Non, mais donnez-nous quelques noms, que les gens comprennent bien. Voilà, ces grands philosophes. Les Lumières, est-ce que les Lumières sont quand même d'obédience ou d'influence maçonnique? Évidemment, évidemment. Ça nous a d'ailleurs valu le fait d'être excommuniés. C'était au mi-temps des années 1700, parce que nous étions à cette époque-là porteurs d'une forme de liberté de pensée qui gênait un peu les deux totalitarismes de l'époque. Et les deux se sont arrangés pour essayer de nous mettre hors jeu. Finalement, ils n'y sont pas arrivés. Je faisais allusion à mon village en Corse, à Monticello. Je vous ferai remarquer que dans les années 1800, c'est l'ensemble de la famille de Napoléon Bonaparte qui était à la direction de la Grande Loge de France et surtout à l'époque du Suprême Conseil de France et qui a été un promoteur important de la franc-maçonnerie au travers, l'histoire le dit peu souvent, de loges régimentaires qui se sont embarquées dans ces fameuses guerres napoléoniennes dans toute l'Europe. Elles n'ont pas laissé qu'un bon souvenir, mais en revanche, les loges régimentaires ont transmis cet esprit des Lumières partout en Europe. Donc vous vous rappelez qu'il y a de la tolérance, j'allais dire, dans l'application de la religion en Corse, où la laïcité est quelque part une réalité. Vous êtes peut-être battu par les Basques, où à l'époque où il y avait des assemblées de villages, les représentants des communautés territoriales, les membres du clergé étaient interdits de présence de moins de 2 kilomètres de l'endroit où il y avait réunion, pour qu'il y ait sûr qu'il n'y ait aucune interférence de la religion dans la vie publique. J'étais sûr que vous feriez allusion à vos racines basques. Je vous rappelle s'il y a bien deux peuples qui s'entendent très bien, parce que très légèrement rebelles sur les bords, c'est les Corses et c'est les Basques. Nous avons eu à découdre avec la France quelquefois, même si nous aimons la République. Exactement. Quand ont commencé les persécutions contre la maçonnerie, je parle de répercussions, de répression et voire éventuellement d'atteinte à la personne physique? Alors, je vais dire de tout temps, parce que le problème n'est pas celui de la chronologie historique, mais celui du système politique qui est à la tête d'un pays ou d'un autre. Nous avons aujourd'hui, par exemple, dans le Maghreb, deux situations extrêmement contrastées. L'Algérie, qui est aujourd'hui une terre de misère pour la franc-maçonnerie,
mais j'ajouterais de manière générale pour les idées des Lumières. Et de l'autre côté, le Maroc, aujourd'hui, qui est une terre d'accueil positive et tolérance. Je cite... Est-ce qu'il y a des leaders musulmans, enfin civils ou religieux, qui se revendiquent de la maçonnerie, ou on reste très discret dans ces pays-là sur cette question? En Algérie, soyons très clairs. Oser... Au FLN, il y avait des francs-maçons. C'est pas aussi simple que cela. Et en tout état de cause, je vous parle d'une époque contemporaine dans laquelle il y a une forme de radicalité par rapport à ces idées, et certaines autres, qui fait que la maçonnerie ne peut pas exister. Mais au-delà de la maçonnerie, les idées des Lumières. En revanche, j'insiste, vous avez du côté du Maroc une expression tout à fait harmonieuse, sereine, libérée, et qui participe de l'évolution de la société marocaine. Je dis cela pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'amalgame en traitant le Maghreb d'un seul revers de main et en considérant que tout se ressemble, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Aucun malentendu possible. Donc, on voit bien que la laïcité, la franc-maçonnerie reste aujourd'hui dans leurs relations, dans leur définition, au cœur du débat. Nous sommes avec Jean-Raphaël Nothomb, grand maître de la Grande Loge de France. Ce que nous racontons est à la fois, j'allais dire, passionnant et historique, en tout cas très pédagogique, parce que c'est un univers que les Français ne connaissent pas forcément de façon précise, et grâce à vous, grâce à votre présence, on peut aujourd'hui en savoir un peu plus. Vous restez avec nous et vous nous appelez au 0826 300 300. Jean-Raphaël Nothomb répondra à toutes les questions que vous voudrez bien lui poser. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes avec Perico Légas qui reçoit Jean-Raphaël Nothomb, grand maître de la Grande Loge de France, et nous discutons de façon non passionnée mais sincère des enjeux de la laïcité, ces 120 ans de loi de 1905, et dans la réalité d'aujourd'hui, comment faut-il la défendre? Jean-Raphaël Nothomb, pour autant, le débat, je ne vais pas dire qu'il fait rage, mais il est actif, il est quelquefois violent, il y a des forces contraires et il y a des attaques très fortes contre la laïcité. La Grande Loge de France a pris des positions très claires là-dessus. Nous considérons que nous avons une responsabilité et que la voix qui est la nôtre doit être entendue, non pas au terme d'un choix partisan, qui n'est pas le nôtre, mais au terme d'une défense des valeurs essentielles du vivre ensemble. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons essayé d'alerter au travers d'écrits, comme c'est le cas dans le Figaro ce matin. Ce dont nous parlons, ce n'est pas d'un débat pour ou contre. Nous tentons d'alerter sur ce qu'est notre inquiétude, et j'ai utilisé dans cette tribune le terme de crépuscule de la liberté de conscience, parce que nous pensons qu'elle est en danger. Qu'est-ce qui la menace le plus aujourd'hui, à vos yeux ? Je pense qu'à l'image de ce que disait Marc Bloch en 1940, oui, c'est le fait qu'on s'avoue vaincu. On ne peut pas s'avouer vaincu lorsque l'on est porteur d'une espérance. L'étrange défaite était le titre de son livre. L'étrange défaite. Nous ne pouvons pas nous avouer vaincus dès lors que nous sommes porteurs d'une espérance. C'est notre cas à la Grande Loge de France. Et donc, nous alertons en disant, remuez-vous. D'où est partie cette tribune ? D'un fait singulier. Le président de la République, vous avez d'ailleurs eu la délicatesse d'en mettre un extrait au début de cette intervention, est venu à la Grande Loge de France, temple Pierre-Brossolette, en mai dernier, faire son grand discours mémoriel sur cette loi. Depuis, quel hommage solennel de la République? Oh, certes, le Premier ministre, mais il est très occupé. S'est déplacé hier sur la tombe d'Aristide Briand. Mais quoi d'autre? Rien. La République est très discrète, je trouve, pour cet événement. Alors ce n'est que 120 ans, c'est pas 150 ni 100, mais quand même, vu la conjoncture, on aurait apprécié que la République et que la classe politique dans son ensemble se manifeste plus que ça. Nous sentons le devoir de nous engager, non pas encore une fois pour des choix partisans, mais pour alerter et mobiliser chacun d'entre nous, parce que ce ne sont pas les grands hommages solennels des Perrons qui suffiront. La laïcité, la liberté de conscience, elle commence au niveau du pas de porte de chacun d'entre nous. Jean-Raphaël Nothomb, comment a-t-on pu en arriver là? Puisque vous nous expliquez très légitimement que vous êtes un peu, pas le gardien du dogme, mais que vous êtes un peu la maçonnerie. Jamais de dogme. Non, quand je dis gardien du dogme, vous veillez à ce que ce patrimoine, cette richesse philosophique, qui est un élément de la philosophie républicaine, est malmenée. Est-ce que vous avez, à un moment donné, vous aussi, vous êtes endormi, vous avez manqué de vigilance à la Grande Loge de France et dans la maçonnerie en général, pour faire en sorte que la laïcité soit aujourd'hui à ce point attaquée, mise en cause et menacée? Ça, c'est inexplicable. Vous parlez de phénomènes brutaux et systémiques. C'est pas du tout ça. En fait, la difficulté, c'est l'abandon par toute petite touche
de certains aspects de ce qu'était l'esprit des fondateurs de cette loi. Ah, quand même. Et la succession de ces abandons successifs et l'évolution de la société aboutit aujourd'hui à une forme de déséquilibre dans lequel on a oublié l'essentiel. Je reviens... Aviez-vous tiré la sonnette d'alarme à temps ? Alors que c'était à vous à le faire. Nous portons sans doute, comme tout le monde, une responsabilité collective. Nous essayons aujourd'hui, par le biais de votre invitation et d'autres invitations, d'alerter sur ce phénomène. Nous pensons que la mobilisation ne doit pas se faire sur les signes extérieurs de division, mais sur la reprise en main collective de la refondation d'un creuset républicain. C'est un peu abstrait, Jean-Raphaël Nothomb. Soyez plus clair dans votre prescription de remise à jour des valeurs laïques de la République. Alors, concrètement, politiquement, si vous étiez en situation de gouverner la France, quelles mesures concrètes prendriez-vous pour protéger la laïcité et remettre cette loi de 1905 à sa place ? Vous parlez de loi à remettre à sa place, mais c'est pas la loi qu'il faut remettre à la place, c'est la liberté de conscience qu'il faut remettre. Elle est oubliée, elle est contournée, elle est reniée. Parce que nous avons accepté de le faire. Nous avons par exemple... Qui ? Mais nous sommes tous responsables, à commencer par l'école, qui aujourd'hui laisse l'instruction civique comme une version seconde de ce qui est nécessaire pour former des futurs citoyens. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Nous sommes évidemment... Tout repose sur la connaissance, sur la raison, sur l'esprit critique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans la société qui est la nôtre ? Tout courant confondu. C'est une baisse de l'esprit critique, une baisse de la raison, une baisse du questionnement. On vous montre du doigt quand vous osez dire que vous n'êtes pas sûr de vous. Nous, nous disons, cultivons le doute. Venez chez nous, nous vous ferons cultiver le doute, parce que c'est la meilleure façon de réapprendre à se poser la question, à se connaître soi-même pour mieux connaître les autres. Vous faites une immense différence, et qui est fondamentale pour un républicain, entre ce qui est la certitude et ce qui est la conviction. Voilà, bien sûr. La maçonnerie, c'est de la conviction. Je vais reciter Marc Bloch, qui disait qu'un des grands problèmes, des sources de la défaite de 1940, était que la société française n'osait plus s'interroger sur elle-même, et n'osant plus s'interroger sur elle-même, elle a perdu le goût de découvrir ce qu'était ce qui vivait autour d'elle. C'est bien ça le fondement. Nous devons réapprendre au plus jeune âge, au plus grand nombre, comme c'est le cas par exemple dans les trinômes académiques que l'on retrouve à l'initiative de l'IHEDN dans toutes les écoles, où des profs d'histoire, géographie forment d'autres professeurs, forment des élèves à ce qu'est l'histoire de France et à ce qu'est l'histoire de la citoyenneté française. Ça, c'est une urgence absolue. Démultiplions ces initiatives. Il est grand temps. Pour autant, vous savez que des francs-maçons, quelle que soit leur obédience, mais également à la Grande Loge de France, ont payé de leur vie. Vous évoquiez tout à l'heure Pierre Brossolette. Aujourd'hui, nous avons contre la laïcité des entités, des forces politiques, philosophiques, religieuses, agressives et très actives. Vous dites, il ne faut pas aller dans le conflit, il ne faut pas être dans le punitif. Est-ce qu'on a le droit de se défendre, oui ou non, quand on est menacé ? Alors, Pierre Hugo, si vous me le permettez, nous avons une loi qui, depuis 120 ans, bon an, mal an, se débrouille plutôt pas mal. Nous avons un caractère d'origine que lui voulait Aristide Briand, je vais citer ce terme, c'est la flexibilité, c'est-à-dire l'antidogme. Il y a des circonstances dans lesquelles il faut savoir trancher parce que l'essentiel est en cause, il y a d'autres circonstances dans lesquelles il faut avoir un comportement qui soit celui de la compréhension. En revanche, je vais vous faire une confidence qui semblera naturelle à tout le monde. Nous sommes partis pour un temps long. Nous n'aurons pas sur un claquement de doigts, d'un coup, le siècle des Lumières qui réapparaîtra dans tout son rayonnement. Nous avons un travail de longue haleine devant nous. Nous en sommes, nous, à la Grande Loge de France, des artisans convaincus, déterminés, mais nous savons que c'est le temps long devant nous qui doit nous dicter notre devoir. Autant de conversations qu'on peut avoir autour d'une table, et je signale que vous avez ouvert un restaurant au siège de la Grande Loge de France sous l'égide de Thierry Marx, qui est un grand cuisinier. Je voulais le préciser, ce n'est pas dans le débat, mais c'est la preuve que la sensorialité est aussi un humanisme, et je voulais saluer cette initiative de votre part. Alors, deux mots au sujet de cette initiative. D'abord parce que Thierry Marx, nous partageons avec lui non pas un engagement maçonnique, mais des valeurs communes, son école d'apprentissage, son école de la seconde chance, la manière dont il se comporte, l'homme lui-même, incroyable. Et puis cela participe également de notre volonté d'ouverture, parce qu'on ne peut pas s'opposer au dogme et être refermé sur soi-même. Et donc, je le dis à vos auditeurs, le cercle by Thierry Marx, qui est désormais le restaurant de la Grande Loge, est ouvert aux maçons et aux non-maçons tous les midis
venez y découvrir un bistrot dans lequel on mange vite, bon, pas cher. Il y a des œufs mimosa à un prix défiant toute concurrence, et vous y serez heureux dans un décor maçonnique, et ça vous permettra de retrouver goût à la liberté de conscience et au bon vivre. Pour y célébrer la République, une, laïque et sociale. Et indivisible. Et indivisible. Merci Jean-Raphaël Nothomb d'avoir été notre invité aujourd'hui. Certainement à bientôt. Merci à tous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.